Les lundis, sur 5 sur 7 matin, nous faisons un clin d'œil à l'histoire. Nous rappelons les grands faits de nos grands hommes, de ces personnes qui se sont dévouées à la nation béninoise aujourd'hui et à la nation dahoméenne hier. Au nombre de ceux-ci, nous parlons ce matin de Souroumigan Apiti. Le 8 avril 1913, à Porto Novo, naquit un grand homme. Celui-là qui va donc participer au développement de ce pays. Et pour parler de cet homme, Patrick Dessous, nous recevons 3 invités. Bonjour. Bonjour Alain Sochoumé, ce matin. Ça va super bien. Par la grâce de Dieu. Mais nous recevons 3 invités, et pas des moindres, des personnalités de la capitale de notre pays. Moi, je ne précise pas capitale politique, c'est la capitale. C'est la capitale, tout oui, bonnement. Porto Novo. Allez, Porto Novo est bel et bien représenté dans la place puisque nous parlons de fils de Porto Novo ce matin. Et nous avons la chance, mesdames, messieurs, de recevoir sur ce plateau 3 personnes qui ont été proches du président Souroumigan Apiti. Docteur François Arlonso, bonjour. Bonjour. Vous êtes acteur politique, vous êtes médecin, vous êtes proche, sinon vous avez été proche du président Souroumigan Apiti. Non, je n'ai pas été proche du président Souroumigan Apiti. Étant jeune, il était président de la République quand moi je naissais. Donc, étant ancien élu de la ville de Porto Novo, ancien deuxième adjoint au maire, chargé des affaires culturelles, je me suis vraiment abreuvé à l'histoire de Souroumigan Apiti, notre président. Mais il y avait quand même cette fibre-là qui vous reliait à lui, sinon vous n'allez pas aller jusqu'à acheter un ouvrage de lui, non? J'ai beaucoup d'ouvrages que j'ai achetés de lui. Allez, je commence à trahir les secrets, là. Non, j'ai participé à des différents anniversaires, 10e, 20e et 30e anniversaire du décès du président Souroumigan Apiti. Allez, en face de vous, monsieur David Viderenou, bonjour, vous êtes inspecteur des emplois publics. Vous êtes à la retraite. Vous avez connu également le président Souroumigan Apiti. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. J'ai connu le président Apiti. Je dois avouer que j'étais aussi jeune. Mais j'ai beaucoup lu et j'ai participé au colloque. Et j'ai aussi appris l'histoire étant aux obsèques de Souroumigan Apiti. Ah ben voilà, c'était aussi une manière d'être assez proche quand même de l'icône. Juste à côté de vous, Ismaël Kafo, vous êtes enseignant, écrivain également. Alors, le président Souroumigan Apiti pour vous, il représentait quoi? Bonjour d'abord. Bonjour, cher ami. Le président Souroumigan Apiti était non seulement une icône de la vie politique du Bénin, mais aussi une icône de la vie politique de l'Afrique. Il était à la création de RDA en Côte d'Ivoire avec l'ancien président Félix Houphouët-Boigny. J'ai eu la chance d'avoir un contact physique avec lui. Adolescent, j'avais 13 ans, j'étais ami à l'un de ses fils qui s'appelle Henri, avec qui j'étais à l'école. Nous jouons au ping-pong ensemble chez le président Souroumigan Apiti. Et un jour, il se promenait dans la cour, il était venu vers la paillote où je jouais avec Henri. Et bon, il m'a interpellé pour me demander qui j'étais, comment je m'appelais, j'étais en quelle classe, etc., etc. Il connaissait bien mon grand-père. Et nous avons joué au ping-pong ensemble. Je vous assure, il m'a fasciné. Ah ouais. C'était un homme vêtu de blanc, pieds noirs, mais très racé, un visage rassuré, voyez-vous. Il m'a inspiré. Quel sentiment vous inspire ce souvenir d'avoir joué au ping-pong à la petite balle avec le président Souroumigan Apiti? J'étais animé par une émotion extraordinaire. Surtout que l'homme était fascinant. Donc depuis, je m'intéressais à lui. D'accord. J'ai lu tous ses ouvrages, je me suis intéressé à sa vie, je suis aujourd'hui ami de tous ses enfants. D'accord. Patrick Dessous, voilà le décor planté. Oui, le décor planté. Alors, je rappelle que, vous l'avez déjà dit, il est né, le président Souroumigan Apiti, comme tout le monde, il est né. Alors, je dirais avec précision, vous avez donné la date tout à l'heure, et il est né à Porto Novo, mais il est parti le 3 décembre 1989 à Paris. Le 3 décembre, demain, cela fera 35 ans. Oui. Et nous avons pensé
parler de lui juste avant que le 35e anniversaire, si on peut appeler cela anniversaire de décès, avant que cela n'arrive. Parce que il est tout de même le 3e président de la République du Dahomey. Tout à fait. Après, du 27 janvier 1964 au 27 novembre 1965. Oui. On va revenir à vous tout à l'heure, M. D'accord, Kafo. Oui. Oui, alors, il est très important de replanter ça dans la mémoire des Béninois. Nous avons pu surprendre un élément vidéo que nous voudrions bien faire passer aux téléspectateurs avec la complicité de la régie. Souroumigan Apiti était un homme politique béninois né le 8 mars 1913 à Ouida. Il a joué un rôle significatif dans l'histoire politique du Bénin, contribuant à façonner l'avenir de son pays. Apiti a commencé sa carrière en tant qu'avocat, étudiant le droit en France avant de retourner au Bénin pour exercer sa profession. Il s'est rapidement intéressé à la politique et a commencé à s'impliquer activement dans le mouvement nationaliste en faveur de l'indépendance du Bénin. Dans les années 1950, il a cofondé le Bloc démocratique dahoméen, BDD, avec d'autres leaders politiques éminents, dont Hubert Maga et Justine Aomadegbe-Tometin. Le BDD était un parti politique qui a joué un rôle essentiel dans la lutte pour l'indépendance du Bénin vis-à-vis de la France. En 1958, le Bénin a obtenu son indépendance et Apiti a joué un rôle clé dans la formation du premier gouvernement du pays. Il a occupé plusieurs postes ministériels importants, dont celui de ministre des Finances. Cependant, malgré ses réalisations politiques et sa contribution à l'indépendance du pays, il était également confronté à des tensions et à des rivalités politiques au sein de son propre parti. En 1960, un coup d'État a renversé le gouvernement de Maga, et Apiti est devenu le président par intérim du pays. Cependant, son mandat a été de courte durée et en 1963, il a été renversé par un autre coup d'État militaire. Le pays a ensuite connu une période de turbulence politique, avec diverses transitions de pouvoir et des années de dictature militaire. Malgré ses revers politiques, Apiti a continué à jouer un rôle actif dans la vie politique du Bénin. Il a fondé le Parti républicain dahoméen, PRD, et a fait campagne en faveur de la démocratie et de la bonne gouvernance. Il a également été candidat lors des élections présidentielles ultérieures, mais n'a pas réussi à remporter la victoire. Apiti est décédé le 19 décembre 1989, mais son héritage politique perdure. Il est reconnu comme une figure importante de l'histoire politique du Bénin, ayant contribué à la lutte pour l'indépendance et à la promotion de la démocratie dans le pays. Son engagement en faveur de la justice sociale et de l'égalité continue d'inspirer les générations actuelles et futures. Son histoire est un rappel de l'importance du leadership politique et de l'engagement envers le bien-être de la nation. Retour sur ce plateau. Alors, est-ce que, Monsieur Kafo, vous avez l'impression que les jeunes aujourd'hui voient, enfin, dans le combat, dans la vie du président Souroumigan Apiti, un leader qu'il faut suivre, un leader qui inspire? Malheureusement, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Les différents responsables politiques de notre pays, notamment les chefs d'État, n'ont rien fait pour promouvoir la mémoire de Souroumigan Apiti. Il n'y a aucun édifice, aucune rue qui porte son nom. Nulle part au Bénin, même à Porto-Novo. Oui, mais est-ce que d'abord il faut lancer la pierre aux différents présidents de la République? Est-ce que c'est leur travail de faire perpétuer cette mémoire-là, ou bien est-ce que c'est d'abord peut-être le cercle autour du président qui devrait faire prévaloir ses idéaux d'abord, non? Vous avez peut-être raison, mais étant donné que c'était un élément important, une figure importante de la scène politique du Bénin, je pense que ce sont les acteurs politiques d'abord qui devraient faire ce qu'il faut pour promouvoir sa mémoire. Docteur Arlanceau, êtes-vous du même avis? Je dois dire aussi que le président Souroumigan Apiti mérite vraiment qu'on choisisse dans des difficultés. Ce premier député du Togo et du Dahomey, qui a une très grande réputation, et quelques éléments se sont introduits, dans des éléments qu'on doit pouvoir appeler experts comptables de grande réputation et fondateur du Parti républicain du Dahomey. C'est vrai. Au cours de notre mandature de 2008 à 2015, on a essayé de baptiser la rue à gauche, en descendant du pont de Porto-Novo, la rue à gauche qui passe devant sa maison, boulevard Souroumigan Apiti. Mais le président Souroumigan mérite largement qu'on puisse vraiment l'immortaliser
et rappeler à nous les jeunes, à beaucoup de jeunes, toute cette lutte, parce que les gens ont oublié les travaux forcés avec le président Houphouët-Boigny. Ils se sont battus contre, au niveau de l'Assemblée française, ils se sont battus contre les travaux forcés. Tout le monde a oublié les travaux forcés, mais même ce qu'on appelle l'impôt de capitalisation des femmes, ils ont pu lutter contre ça et aboutir à son abolition. Les travaux forcés dont on parle aujourd'hui, que tout le monde a oublié, le remblai de Huinta à l'entrée du pont de Porto-Novo, mais c'est un remblai qui a été l'objet des travaux forcés. Et ça, il y a ça côté des sueurs, du sang. Et quand on parle de travaux forcés à l'époque, ce sont des travaux manuels, ce sont des humains qui portaient des charges. Je vous assure, et ça laissait des éléments de torture, de brimade, d'humiliation, voire des décès. Donc, c'est des choses sur lesquelles, et à partir de ces éléments de combat, dès qu'il est rentré en meeting, en compétition, c'était petit, on allait à ces meetings, à ces rassemblements. Il n'avait pas besoin de dépenser pour pouvoir mobiliser et obtenir une faveur, parce que sa réputation était grande et au niveau de tous les horizons sur le territoire national du Bénin. Dahomey à l'époque. D'accord. Alors, dites-nous, M. Vidérouenou, est-ce que on peut reprocher, comme le faisait M. Kaffa, aux différents présidents du Bénin, de n'avoir pas fait quelque chose pour immortaliser l'homme, ou on devrait pouvoir penser à une école dans son siècle le plus proche, tout de suite, pour faire, comme je le disais, vulgariser ses idéaux et ce qui faisait l'essence de ce combat politique. Oui. Vous savez, l'histoire du Dahomey a été marquée par la figure du président Sourou Migan Akwiti. Et je me rappelle des propos d'Ousmane Batoko, qui représentait le gouvernement à ses obsèques, et qui disait du groupement colonial des étudiants d'Afrique noire jusqu'au conseil présidentiel en 1972, en passant par le congrès de Bamako, Sourou Migan Akwiti est un homme politique accompli. C'est vrai, la génération d'aujourd'hui, rien n'a été fait pour faire connaître l'homme Akwiti. C'était l'idole du département du Sud-Est, d'abord, et presque de tous les coins du Dahomey. Et pour cause. Akwiti, c'est l'humilité. Akwiti, c'est l'homme expert comptable, le politicien chevronné, qui peut demander à un maçon de lui donner une baguette de cigarette. Ça, c'est Akwiti. Akwiti, le docteur Aronso l'a bien dit, l'impôt de capitation, c'est Akwiti qui a aboli ça, qui a fait abolir ça. Les travaux forcés avec Houphouët, c'est Akwiti. Akwiti enseigne la sauvegarde de l'amitié dans les combats politiques. Je me réfère aux propos du président Ahoumadegbe lors des obsèques d'Akwiti, qui disait qu'au-delà de tout, Akwiti était son ami. Au-delà des coups politiques. Mais parce que lorsque vous voyez ce qui se passait à Porto-Novo, entre le PRD d'Akwiti et l'UDD d'Ahoumadegbe, et que ce soit Ahoumadegbe qui disait Akwiti c'est son ami, et qu'il était le médecin personnel d'Akwiti. Il a même dit une phrase qui nous a tous marqués.
Il dit, mais lorsque Akuti a perdu son papa à l'hôpital de Porto-Novo, il dit, mon cher Justin, maintenant que mon père est mort, tu vas me laisser tranquille, non? Voilà l'homme Akuti. Le président Yubé Maga disait, il ne réagissait jamais, même s'il est provoqué. C'est un calme légendaire. Donc, Akuti doit être enseigné. La génération actuelle, rien n'a été fait pour, d'une manière ou d'une autre, montrer qui était l'homme Akuti et quel héritage il laisse à la postérité. Nous corrigeons pratiquement le tir déjà. C'est notre participation à nous. C'est pour ça que nous vous remercions d'avoir pensé aux grands hommes. Merci à vous. Alors, je dois rappeler quelque chose qu'on oublie souvent. Oui, le 4 décembre 1958, c'était la proclamation de la République. Oui. 4 décembre 1958. Et c'est le président Soro Migan Akuti qui a proclamé l'indépendance, non, pas l'indépendance, la République, le 4 décembre 1958, sur la place de la République, qui est aujourd'hui considérée comme l'esplanade extérieure de l'Assemblée nationale. C'est la place de la République. C'est sur la même place qu'a été proclamée l'indépendance le 1er août 60. Mais on doit ne pas oublier, on ne doit pas oublier le 4 décembre 58, la proclamation de la République sur cette place baptisée Place de la République, aujourd'hui appelée l'esplanade extérieure de l'Assemblée nationale. Oui, justement, Alain, c'est ce que je voulais je voulais attirer l'attention sur la datation dans l'élément qui est passé. C'est vrai, il y a quelques coquilles. Oui, il y a des coquilles. Oui, la coquille, c'est l'indépendance en 58. Non, l'indépendance, c'est en 1960. Mais la proclamation de la République a été faite en 1958, comme le 4 décembre 66 ans après de oui. Alors, cela signifie quoi? Akuti était à la base, c'était lui qui était au départ. Je dirais, il a été écarté. Et à plusieurs reprises, chaque fois qu'il se met au devant, il a été écarté. Et comme le disent les invités, il était d'une humilité totale qui faisait que ça ne lui prenait pas la tête. Il ne disait pas, bon, j'ai été écarté, mais j'y vais quand même, je vais formater un coup d'État. Non, il était de ce calme qui inspire la confiance, qui doit inspirer les générations les plus jeunes. C'est ça qui nous frappe, nous autres journalistes, pour qu'on puisse faire rectifier l'histoire, qui a fait que certains se disent, mais est-ce qu'il a été vraiment président? Il a été, effectivement. Il a été le seul président élu au suffrage universel avant 1972. C'est le seul à avoir été élu au suffrage universel direct. Monsieur Ismaël Kafou, je reste avec vous. On parle de l'humilité de l'homme, on parle du fait de l'évincer chaque fois quand il se mettait au devant de la scène. Est-ce qu'on peut dire que c'était l'enfant de cœur qui est venu dans la jungle politique? Il portait bien son prénom, il s'appelait Soro. Il était d'un calme légendaire. C'était un homme de conciliation. Vous le provoquez, il ne réagissait pas. Voyez-vous, il est affable. Il est constamment dans la réflexion. Voyez-vous, il était différent de ses congénères. Déjà, il était parti très tôt du Bénin. Les Apiti, les Soumi, les Maga, Aomadegbe, Zissou se sont rencontrés au collège Victor Ballot. Lui n'y était pas. Il était déjà en France. Donc, quand il est revenu à la faveur de l'Union française en 1945 au Bénin, il était complètement différent de ses Il apportait une autre touche. Il était différent. Il était différent, complètement différent d'eux. Il était en avance sur son temps. Premier expert comptable africain. Il n'a pas été avocat, comme on l'a dit dans l'élément. Il était expert comptable. L'autre trait de son caractère, c'est que lorsqu'en 1972, le président Mathieu Kérékou avait fait arrêter Zissou à Aomadegbe, le conseil présidentiel à l'époque. À l'époque, Apiti était à l'étranger. Il est rentré, se constituer. Tous ses confrères de la sous-région, que ce soit le président Yadema
président Senghor, le président Houphouët-Boigny, lui offrait l'asile politique. Il a dit non. Ce pourquoi on a arrêté mes amis, eh bien, je l'ai fait avec eux. Je ne peux pas rester en dehors de ça. Il est rentré, il s'est fait, on l'a arrêté. Il a passé 8 ans, il a passé 9 ans en détention. Il était sorti en 81. C'était un homme de conviction. C'était un homme de conviction, un homme de cœur. C'était un homme spécial. Voilà. D'accord. Alors, Patrick Diostou, on va rester avec nos invités. Monsieur David Vidé-Renou, est-ce que la conviction peut pousser un homme à ce point à se sacrifier pour ses amis, comme vient de le décrire monsieur Ismaël Kafo? Ah oui. La conviction et le calme légendaire. Oui. Le compromis. Et non la compromission. Oui, et non la compromission. Le compromis. Akwiti a toujours dit, pour faire passer ses projets, il vaut mieux aller au compromis. Oui. Et beaucoup diront, Akwiti n'est pas tenace. Et Akwiti cède vite. Et c'est pour ça qu'il a été victime à plusieurs reprises de l'éviction. Comment un homme... Il faut savoir d'abord que Akwiti a été préparé par les Français pour diriger le Dahomey. Akwiti a été préparé. De quelle manière? Akwiti a été préparé avec la complicité du père Opier, qui a été le premier député. Akwiti était son suppléant. Oui. À la mort du père Opier, Akwiti a été député à l'Assemblée nationale française. Akwiti était bel et bien préparé pour être président de la République parce que c'est les rares figures qui ont proclamé la République sans pouvoir proclamer l'indépendance. Parce que, étant victime un peu des intrigues politiques, la coalition Maga Aroumadegbe n'a pas permis au président Akwiti de proclamer l'indépendance du Dahomey. D'accord. Alors, Dr Aronso, je vous vois piaffer des patiences. C'est très, très important. C'est un des rares députés pendant de 45 à 59, Premier ministre, et préparé pour être président de la République, proclamer l'indépendance, et qui ils sont rares en Afrique francophone, préparés comme ça qu'ils n'ont pas pu. Donc son cas est spécial. Et c'est un élément remarquable de ce que nous sommes béninois et que Emmanuel Mounier disait dans son fameux livre. Et nous sommes caractérisés par la mesquinerie et la méchanceté. Oui, mais après, nous ne sommes pas le seul peuple. Nous ne sommes pas le seul peuple comme ça. Mais nous sommes pas le côté noir. Mais remarquons que quelqu'un est visionnaire et est en avance sur son temps, il est difficilement compris. Donc c'est quelqu'un qui a été incompris, panafricaniste, qui était à l'école de Nkrumah, parce qu'il voyait déjà la fédération, c'est-à-dire l'union des États du Golfe du Bénin. Et il croyait fermement qu'en mettant les pays francophones comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, les pays du Conseil de l'Entente, le Niger, le Burkina, associés au Ghana et le Nigeria surtout, que ces pays du Golfe du Bénin allaient avoir un développement époustouflant. À l'époque, vous voyez, avant l'indépendance, il rêvait déjà de cette fédération. C'est-à-dire qu'il était précurseur de ce qui est devenu le CEDEAO, de ce qui est devenu le Conseil de l'Entente, de ce qui est devenu l'UEMOA aujourd'hui. Donc, c'est des hommes qui sont visionnaires. Et quand vous êtes visionnaire, vous n'êtes pas compris. En votre temps, vous êtes combattu. Oui, mais Dr Aronso, dans le même temps, ce projet panafricaniste de Soro Miga Apeti aujourd'hui, quand même, en Afrique de l'Ouest, est porté par une nouvelle génération. Pourquoi est-ce que l'union sacrée des peuples africains tarde à venir, selon vous? Nous devons réussir obligatoirement parce que diviser, balkaniser. Je me rappelle de cette loi cadre de Gaston Defferre, qui a balkanisé l'Afrique. Mais on n'a pas compris. Si on avait l'FC,
l'Afrique de l'Ouest francophone, l'AOF, avec capitale Dakar, avec les États-Unis, alors que le Sénégal a tenté avec le Mali, ça a échoué. Quand vous tentez, ça échoue. Mais on a l'obligation d'évoluer en union. Nos États tels que nous sommes aujourd'hui, nous ne pouvons pas réussir le développement. On est tout petit sur le marché international. On est pratiquement rien. Et on a trop de frontières. Ça ne sert à rien. Les peuples, les royaumes passés ont été éparpillés sur plusieurs territoires, sur plusieurs États, et ça nous a affaiblis. On a intérêt à se consolider, à renforcer l'union, et dans l'unité, nous pouvons voir notre développement connaître des croissances exponentielles. Vous êtes d'accord pour l'AES? Non, je ne veux pas évoquer l'AES avec tous les éléments. Moi, je veux me préoccuper que les États africains, les grands ensembles africains, sans tenir compte de... D'ailleurs, nous devons parler français et anglais aujourd'hui, mais pas sans forcément dire les pays francophones, les pays anglophones et les pays lusophones. Nous devons tous parler plusieurs langues et pouvoir connaître le développement par l'industriel et le commerce international. Parce que nos peuples s'embrassent et se brassent facilement aujourd'hui. Comme le dirait le président Patrice Talon, les peuples n'ont pas de frontières. Pas du tout. Ce sont les dirigeants qui ont des soucis. Hein. Alors, monsieur Ismaël Kafo, quand on entend le PRD, tout de suite, on a l'impression que le président Souromiga Akpiti a été un peu l'ancêtre de ce parti politique-là qui a été, disons, qui a connu une déclinaison dans notre monde contemporain avec le Parti du Renouveau démocratique. Quel est le lien de leadership et d'idéologie entre les deux courants? Le PRD de Souromiga Akpiti s'appelait Parti républicain du Dahomey. C'était un parti qu'il a fondé en 1951, après l'éclatement de l'UPD. L'UPD, c'était le premier parti qui avait été formé juste après l'Union française. L'Union française, c'était une union de la France avec ses colonies, où il fallait donner l'autonomie aux colonies. Donc, il y a eu un premier parti qui a été fondé, qui s'appelait l'UPD. Ça s'est éclaté. Le président Justin Tometi Aoumadegbe a formé le BPA, le Bloc africain, le Bloc populaire africain, et Souromiga Akpiti a formé son PRD, Parti républicain de Dahomey. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que vers la fin de la vie du président Souromiga Akpiti, il a rencontré le président Adrien Mbedji. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Le dernier livre que le président Souromiga Akpiti a publié, Face aux impasses, il a envoyé un exemplaire au président Adrien Mbedji, qui était déjà fonctionnaire au Bénin. Et il lui a fait une dédicace. Il voyait en lui déjà un leader tout tracé. Tout à fait. Et il lui a fait une dédicace. Je peux vous lire ça. Il lui a fait une dédicace qu'il va vous lire. À mon jeune frère et ami, Maître Adrien Mbedji, c'est quelques lignes en témoignage d'affectueuse amitié et avec l'espoir que vous saurez améliorer ce que timidement nous essayons d'édifier. En vol le 10 janvier 1972. Alors, président il lui passe le flambeau. Ah, d'accord. C'est clair qu'il lui passait le flambeau. Beaucoup de gens pensent que le président Mbedji a usurpé du PRD. Non. Il a remis au goût du jour. Il ne pouvait pas parler de parti républicain Dahomey, mais parti du renouveau démocratique pour coller son parti au goût du jour, puisqu'on sortait de la conférence nationale, on parlait du renouveau démocratique. Ah ben, Monsieur Kafo, je reste avec vous. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'incompréhensible dans, je dirais, l'héritage de Souromiga Akpiti vis-à-vis d'Adrien Mbedji, quand on sait que le premier devrait être président et que le second aussi a cherché à être président et ni l'un ni l'autre n'ont pas réussi? Je vais vous dire, Porto Novo ayant été le sud du Bénin, ayant été la partie du Bénin qui a été le premier à avoir été en contact avec le colon, le fait que Porto Novo est proche du Nigeria, ça a suscité une espèce de jalousie des autres. Nous étions la capitale.
nous avons développé les affaires avec le Nigeria. Donc ça nous a conféré le pouvoir économique. Et bien, le fait que le président Maga a été le premier président de Dahomey, eh bien, il fallait pour les gens du Nord qu'ils conservent, gardent le pouvoir d'État. Ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, il n'est plus question de Nord ou de Sud. Il s'agit maintenant du Bénin. Tout à fait. Il s'agit maintenant du Tout à Bénin. fait. Quand bien même, ça peut rester un peu. Il y a encore des relents. Il y a des relents. Il y a encore des relents, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. Porto Novo est toujours combattu. Mais étant donné que nous sommes une république désormais, Dr Arlonsou, au-delà des courants de pensée politiques, au-delà des choix idéologiques, est-ce qu'il n'est pas temps que tous on se donne la main pour le développement du pays en répondant justement à votre appel aux grands ensembles africains et aux grands ensembles politiques nationaux? Vous savez, l'héritage de Souroumia Mika Apiti est bien porté par le président Adrien Mbéyi. Et vous savez, ces hommes de vision, ces hommes qui ont des pensées prospectives sont tout de suite combattus à fond. Mais on leur donne toujours raison plus tard. Et la preuve, aujourd'hui, je me rappelle, le 15 juin 2015, à l'esplanade de l'Assemblée nationale, le président Adrien Mbéyi a insisté sur la réforme du système partisan. Vous voyez, aujourd'hui, le Bénin a intérêt, avec plus de 200 partis, à avoir de grands ensembles de partis politiques forts, des institutions qui seront fortes pour pouvoir faire face. La preuve, vous vous rendez compte, après la coalition des partis de l'opposition, la coalition. Donc c'est comme ça que nous allons faire au niveau des nations aussi. Encore que nous sommes encore en progrès par rapport à notre nation. Parce que pour avoir une nation, ça fait beaucoup de procédures, beaucoup de démarches politiques, économiques, administratives pour que nous soyons une grande nation et davantage pour devenir un pôle économique qui compte sur le plan international. Nous avons besoin d'arrêter la balkanisation que nous sommes aujourd'hui et de se retrouver dans des grands ensembles où les éléments politiques doivent être mis en commun. Parce que c'est surtout là le point d'achoppement de constitution des grands ensembles qui peuvent avancer. C'est surtout des écueils politiques, des difficultés politiques à lâcher un peu de ce que nous avons comme pouvoir, la souveraineté pour que le grand ensemble. C'est pas aussi au niveau des communes. Quand vous vous rendez compte que des communes, vous n'êtes pas viables, vous devez aussi céder pour que des grosses communes, avec une bonne décentralisation, parce que Souroumia Apiti voyait déjà, il était encore un visionnaire en matière de décentralisation. Et aujourd'hui, on l'applique, on se rend compte. En tout cas, plusieurs évaluations sont de se rendre compte. Et les évaluations à venir vont confirmer que nous devons encore nous reconstituer pour avoir de grosses communes viables. Voilà des choses sur lesquelles nous devons entendre. Mais c'est des débats politiques sur lesquels on doit pouvoir s'entendre et se convaincre au niveau national et au niveau international. Il faut donc en discuter. À fond. Patrick Diosso. Oui, il faut en discuter. En fait, je suis dans ce débat comme journaliste pour poser des questions et en même temps apporter ma petite pierre à l'édifice. Ma petite pierre, c'est que lorsqu'on lit tout ce qui a rapport au président Souroumia Apiti, on se dit que le Bénin n'a pas un problème de leadership ou de pensée ou d'idées. Les idées sont là, les pensées sont là, de bonnes pensées, de bonnes idées. Mais c'est juste un problème de personnes. C'est ce problème de personnes qui a fait que chaque fois qu'il évoquait des sujets qui sont des sujets qui sont d'actualité maintenant, on ne le prenait pas toujours au sérieux. On ne prenait pas les sujets à son avantage. Ou on les négligeait. On a cette chance qu'il a laissé des écrits. Et c'est ce sur quoi je voudrais attirer l'attention. Il n'est pas simplement un homme politique. C'est un écrivain. Et rares sont... C'est quelqu'un qui laissait des traces. Voilà. C'était un grand intellectuel. Un grand homme de culture. Rares sont ceux qui savent qu'il a écrit. Donc, c'est pour cela que je voudrais bien que... Bien sûr. On a quelques ouvrages que le docteur Arlonsou a ramenés sur le plateau pour... Trois livres. Premièrement, en 1957, il a écrit Au service de mon pays. Au service de mon pays,
Voilà ce que j'ai retrouvé dans ma bibliothèque personnelle. Et telle est la vérité, j'ai cherché, je n'ai pas retrouvé. Il y a le second livre ouvrage qu'il a fait en 68 et en 71, face aux impasses. En 71. Et là, vous savez, ces hommes, pour se faire comprendre, ils laissent des traces pour la postérité. Forcément, il faut écrire. Allez, Patrick Diossou, on n'aura pas vu le temps passer. Alors, Monsieur David Vidé-Renou, si vous devriez, disons, délivrer un message à la jeunesse par rapport à l'héritage politique du président Soro Miga Akpiti, quel conseil pourriez-vous donner à ceux qui s'engagent dans la chose publique? Je voudrais revenir d'abord aux grands ensembles. C'était nécessaire. Parce que lorsque vous prenez aujourd'hui Porto Novo, avec ses 52 km², la plus petite commune du Bénin, et qui est capitale du Bénin, on ne peut rien faire. C'est pour ça que d'abord, les grands ensembles s'imposent d'abord, comme l'a dit, au niveau des communes. Et lorsque vous prenez aujourd'hui la nation même, de tout temps, nous avons toujours dit qu'il n'y a pas une nation. Parce que la balkanisation, même à un niveau donné, au Bénin, pourquoi je le dis? Je rends hommage au président Patrice Talon. Parce que, avant 2016, et je défie qui me dira le contraire, chacun voudrait que le fils du terroir soit président pour assurer au moins le développement de son coin. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. L'homme de Porto Novo ou l'homme de Paracou ne dit plus c'est le fils de mon terroir qui sera président. Chacun se sent concerné. Parce que vous voyez tout ce qui est fait dans les communes, comme infrastructure, tout ça là. Avant, on disait, mais si mon fils arrive au pouvoir, au moins j'aurai 5 km de voies bitumées. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ça dit que tout s'est développé dans toutes les communes en un temps record. Il faut équilibrer donc les actions politiques. Et ça, il faut le reconnaître. Ça a été équilibré. En ce qui concerne l'héritage du président Soro Miga Akpiti, nous voyons d'abord l'humilité. Et nous voyons aussi la tolérance positive. Je dis tolérance positive parce que Akpiti, vice-président du Dahomey, par des intrigues politiques, a été en même temps nommé ambassadeur du Dahomey à Paris parce qu'on voulait l'écarter. Et lorsque vous prenez les événements de 1965, où Akpiti a été victime d'un coup d'État, d'un coup d'État civil, où le président Roumanébé, vice-président, s'est proclamé président. Parce que pourquoi? Parce que voulant qu'un militant de l'UDD, son parti politique, soit président de la Cour suprême. Akpiti étant en mission, on lui a préparé le décret. Akpiti n'a pas voulu signer. Ce décret. C'était le premier aspect. Deuxième aspect, Akpiti voyait mal les événements de Paracou, où les Tchabi Maman, les Lolo Sidiak ont été arrêtés, ont été menottés et par avion envoyés à Cotonou. Hubert Maga était en détention. Akpiti n'acceptait pas ces agissements. Akpiti n'acceptait pas ces agissements. L'homme Akpiti
s'est retrouvé à côté de l'homme à Romandébé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans tout ça, c'est l'humilité. Comme on parle de l'héritage, oui, c'est l'humilité. Akwiti n'aura pas été tenace et on peut dire aussi que ces aspects ont contribué à ce que Akwiti n'ait pas un long règne. Et oui, on n'aura pas tout le temps pour parler de cet homme immense. On pourra peut-être revenir sur ce plateau Oui. et sur sa vie, pourquoi pas. On pourra reprogrammer cela, parce que le temps est complètement contre nous. Il y a qu'une émission spéciale pour nos grands hommes. Nous le faisons déjà. Vous avez commencé. Nous y sommes. Par la grâce de Dieu, on va y aller. Le format de l'émission ne permet pas de parler de... Ah oui, on aura compris. Mais de toutes les façons, vous avez donné quand même beaucoup d'informations ce matin, pardon. Et j'estime que la jeune génération a gagné quand même quelque chose sur le leader Sorobiga Apiti. On va voir ça avec Patrick ensemble pour programmer, pourquoi pas, sur les grands hommes du pays. C'est très important pour notre jeunesse. Ça va Et se pensez faire. aussi à Louis Nkani. oui, C'est le nous avons- Mandela du Bénin, ça. Nous avons toute une liste, ne vous en faites pas. Nous avons déjà parlé de Louis Moukari le lundi dernier. Allez, voilà, chers amis, merci d'avoir été là. Monsieur Ismaël Kafo, monsieur David Viné-Renaud, docteur Arnaud, merci d'avoir été là. Et Patrick Djossou, merci également d'avoir fait cette lucarne-là sur Soromiga Akwiti. Mesdames, Messieurs, le temps, c'est une denrée assez rare par ici. On va prendre une petite pause pour retrouver d'autres invités.